m'avoir demandé de parler de ce sujet qui m'est favori, des tumeurs bénignes du foie et de la place pour la ponction biopsie. La fréquence accrue, vous le savez bien, et les progrès de l'imagerie hépatique permettent de découvrir de plus en plus souvent des tumeurs du foie supposées bénignes, et elle permet souvent de les classer correctement. Alors, quelles sont ces tumeurs bénignes? Nous verrons leur classification et dans quel contexte clinique elles surviennent, et quelle est la place de la PBH pour le diagnostic et la prise en charge du patient avec, in fine, un enjeu clinique non négligeable. Au plan de leur histogénèse, les tumeurs bénignes du foie peuvent être des tumeurs non épithéliales et les hémangiomes, vous le savez bien, sont et de loin les plus fréquents. Leur diagnostic est fait en imagerie. Nous n'en parlerons pas. Non plus des autres tumeurs non épithéliales plus rares comme l'angiomyolipome ou la pseudotumeur inflammatoire. Parmi les tumeurs épithéliales, les tumeurs biliaires solides, adénomes, adénofibromes, ne sont pas ou très rarement biopsiées. Nous n'en parlons pas non plus. Et nous nous consacrerons uniquement aux tumeurs hépatocellulaires, hyperplasie nodulaire focale et adénomes hépatocellulaires. Ces tumeurs hépatocellulaires bénignes surviennent le plus souvent chez la femme en âge de procréer, sous contraceptifs oraux, mais également chez l'homme, environ 10% des cas, rarement chez l'enfant. Elles surviennent le plus souvent sur un foie subnormal, parfois stéatosique, mais parfois aussi dans un contexte clinique particulier, nous y reviendrons, maladie métabolique, prise d'androgènes, foie vasculaire. Alors, première question. Pour tester vos connaissances, parmi les propositions ci-dessous, là où lesquelles sont correctes? HNF et adénomes sont le plus souvent impossibles à différencier en imagerie, nécessitant toujours une PBH pour leur diagnostic. Alors, vous levez la main si c'est juste, et puis vous ne levez pas si c'est faux. Sur PBH, les critères histologiques standards permettent souvent de différencier HNF et adénomes. Le profil moléculaire des deux types de nodules explique les critères immunohistochimiques complémentaires utiles au diagnostic des deux entités. HNF et adénomes peuvent être associés dans un même foie. Un diagnostic formel d'HNF sur l'imagerie, éventuellement en cas de doute confirmé sur PBH, ne justifie le plus souvent aucun traitement ni aucune surveillance. Bravo. Les propositions justes, BCDE, je pense que la plupart ont répondu, donc finalement on pourrait s'arrêter là. Tant pis, on va continuer. Cas clinique numéro 1, c'est une femme de 28 ans chez laquelle on découvre de façon fortuite en imagerie une petite lésion nodulaire sous-capsulaire du segment 5, sans caractéristiques formelles en imagerie. Une chute du signal en périphérie de cette petite tumeur traduit la présence de lipides intracellulaires. Alors, chez cette femme jeune qui présente cette petite lésion nodulaire sans caractéristiques formelles en imagerie, quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Adénome, hépatocellulaire, angiomyolipome, pas de diagnostic incertain. Une biopsie en foie nodulaire est justifiée, avec une PBH en foie non nodulaire. OK. Réponse juste, le diagnostic n'est pas sûr, donc on fait une biopsie avec toujours une PBH en foie non nodulaire associée. En effet, c'est ce qui s'est passé et on trouve une prolifération d'hépatocytes bénins focalement stéatosiques avec une portion de bande fibreuse avec une discrète réaction inflammatoire et ductulaire mieux visible sur l'acétokératine 7. Le foie non tumoral est strictement normal. Question 3 sur ce cas clinique. Le diagnostic d'HNF est très probable dès cet examen histologique standard.
La présence d'une stéatose dans la chaîne F n'est pas rare. L'étude immunohistochimique de l'expression de la glutamine synthétase devrait pouvoir confirmer le diagnostic. L'APBH fait toujours le diagnostic d'HNF. D'autres marqueurs immunohistochimiques peuvent aider au diagnostic différentiel d'adénome. Bon, mais je crois que ce sera un petit peu utile parce que le diagnostic d'HNF est très probable dès cet examen histologique standard. La présence d'une stéatose dans la chaîne F n'est pas rare du tout. L'étude immunohistochimique de l'AGS devrait pouvoir confirmer le diagnostic et d'autres marqueurs peuvent aider au diagnostic différentiel d'adénome. L'immunomarquage, en effet, de la glutamine synthétase confirme le diagnostic avec cette positivité de nappes hépatocytaires irrégulières en carte de géographie, souvent centrées par des veines, contrastant avec le marquage normal de la GS sur le foie non tumoral, avec cette positivité limitée à une ou deux travées hépatocytaires centrolobulaires. Le diagnostic est fait. Il s'agit d'une hyperplasie nodulaire focale stéatosique sur foie normal. Conduite à tenir, abstention, pas de surveillance, la patiente est rassurée. Donc, une PBH qui aura été très utile. La chaîne F, vous le savez, n'est pas une vraie tumeur. En fait, c'est un processus régénératif secondaire à une augmentation focale du flux sanguin, le plus souvent polyclonal, avec une augmentation spécifique du rapport angiopoïétine 1 sur angiopoïétine 2, qui sont des protéines impliquées dans la régulation de la vasculogenèse, ce qui appuie le concept de la pathogénie vasculaire de la chaîne F. Les éléments diagnostiques, eh bien, vous le savez, l'imagerie fait le diagnostic dans plus de 90% des cas, avec un aspect typique en IRM, avec cette lésion homogène, sans capsule, avec une cicatrice centrale hyper intense en T2, la biopsie est tout à fait inutile. Mais dans certains cas, le diagnostic est plus difficile. Petite taille de la lésion, pas de cicatrice fibreuse, une stéatose comme dans notre observation, parfois une dilatation sinusoïdale, on hésite, une biopsie est alors indiquée. Et l'histologie standard peut faire le diagnostic très vite si les signes cardinaux sont présents. Diagnostic facile alors, même sur une petite biopsie, lorsqu'existent les bandes fibreuses, les artères épaisses, la réaction ductulaire et l'inflammation. Mais sur biopsie, ces signes cardinaux sont souvent incomplets, plus ou moins trompeurs, comme la stéatose, qui existe dans 20 à 50% des cas d'HNF, d'intensité variable, associée ou non à des aspects typiques d'HNF en imagerie ou en histologie. Parfois existe aussi une dilatation sinusoïdale. Et ce sont dans ces cas d'HNF non typiques, pouvant faire soulever d'autres diagnostics, et notamment celui d'adénome, que l'immunomarquage GS est une aide précieuse pour le diagnostic, montrant ces aspects caractéristiques. Pourquoi cette surexpression de GS dans la chaîne F ? Eh bien, parce que dans la chaîne F, il existe une activation zonale de la voie bêta-caténine, mais sans mutation du gène, qui est responsable de la surexpression du gène cible GLUL, codant pour la glutamine synthétase, et le corollaire, c'est cet élargissement anormal de la zone d'expression de GS que l'on voit sur pièce opératoire, mais également sur biopsie, contrastant avec l'expression normale de la glutamine synthétase dans le foie non tumoral. Ce qu'il faut retenir de l'HNF et la biopsie, c'est qu'il n'y a pas d'indication de biopsie d'un nodule dont le diagnostic d'HNF est formel en imagerie, quelle qu'en soit la taille. Qu'une HNF stéatosique peut être typique en imagerie, par ailleurs, et donc ne justifiant pas de biopsie, la biopsie est réservée aux formes atypiques dont l'imagerie n'est pas concluante, pas de cicatrice fibreuse, une stéatose, parfois une dilatation sinusoïdale.
Et dans ces cas, l'immunohistochimie GS améliore la performance diagnostique d'une HNF. En dehors de rares formes symptomatiques, vous le savez bien, l'abstention est conseillée pour toute HNF dont le diagnostic est formel. Mais dans la vraie vie, la biopsie d'une HNF peut ne pas être informative. Problème d'échantillonnage, tout dépend où la biopsie aura porté. Et donc, le diagnostic peut alors être conforté par l'élimination du diagnostic d'adénome par l'étude de leurs marqueurs spécifiques. C'est ce que nous allons voir maintenant. Les adénomes hépatocellulaires, vous savez, c'est un groupe hétérogène démembré par la biologie moléculaire, d'où une classification pathomoléculaire qui maintenant est bien admise partout. Ces différents sous-types d'adénomes hépatocellulaires, je vous les rappelle brièvement. L'adénome inactivé pour le gène HNF1A, en gros 35% de tous les adénomes. Il existe des mutations bialléliques inactivatrices du gène HNF1A, somatiques dans 90% des cas, plus rarement constitutionnelles, et alors il faut rechercher une adénomatose familiale et l'association d'un diabète maudit 3. Sur le plan histologique, c'est une stéatose marquée qui est caractéristique de ce type d'adénome. Et sur le plan immunohistochimique, il y a une absence d'expression de la protéine LFABP, Liver Fatty Acid Binding Protein, contrastant avec l'expression normale du foie non tumoral adjacent. L'IRM peut être caractéristique lorsqu'il existe une stéatose importante avec une chute homogène et diffuse du signal. Le deuxième grand groupe, les adénomes inflammatoires, ce sont les plus fréquents, presque la moitié de tous les adénomes, dans lesquels existe une activation de la voie JAK-STAT due à des mutations activatrices du gène IL6ST codant pour GP130 dans plus de 65% des cas, ou due plus rarement à d'autres mutations activatrices. Ces adénomes inflammatoires se voient souvent chez des patients en surpoids avec un syndrome inflammatoire systémique, une CRP élevée, et sur le plan histologique, infiltrats inflammatoires, dilatation sinusoïdale, nombreuses artères orientent le pathologiste. Sur le plan immunohistochimique, il y a une surexpression de la protéine CRP ou de l'amyloïde A, avec souvent une démarcation nette du foie non tumoral adjacent. Les imageurs, dans un grand nombre de cas, sont capables aujourd'hui de faire le diagnostic de ces adénomes inflammatoires. Le troisième grand groupe, adénomes activés bêta-caténine, moins fréquents sur le plan numérique, 10 à 20%, mais très importants à connaître par leur haut risque de transformation en carcinome hépatocellulaire. La mutation siège habituellement dans l'exon 3, mais nous verrons qu'il peut y avoir d'autres mutations plus rares. Ils surviennent dans les deux sexes, et notamment chez l'homme, sous androgène. Il y a parfois, mais pas toujours, des atypies cytologiques et architecturales, et je le répète, le grand risque, c'est celui de transformation maligne si la mutation porte sur l'exon 3. Sur le plan immunohistochimique, il existe une hyperexpression de la glutamine synthétase, gène cible de bêta-caténine. Malheureusement, il n'y a pas de critères d'imagerie spécifiques et pas d'aspect macroscopique évocateur. Les adénomes inflammatoires et mutés bêta-caténine existent et ils associent les caractéristiques clinico-pathologiques et moléculaires des deux sous-types. En gros, 10% des adénomes inflammatoires sont également mutés bêta-caténine et la moitié des adénomes mutés bêta-caténine sont inflammatoires. Il reste un petit groupe d'adénomes, aujourd'hui inclassés, sans caractéristiques morphologiques, immunohistochimiques ou d'imagerie spécifique. Et finalement, leur diagnostic est un diagnostic d'élimination. Et on sait depuis peu de temps qu'un nouveau sous-groupe a été
identifié, on vous en a parlé hier à la FEF avec Jean-Charles Naud. Donc finalement, il ne nous reste plus qu'un petit 5% d'adénomes inclassés à ce jour. Cas clinique numéro 2, c'est une patiente de 35 ans asymptomatique présentant plus de 10 nodules répartis dans tout le foie de taille variable. Ils sont tous stéatosiques, tous inférieurs à 5 cm. Question. Une biopsie d'un des nodules est indiquée pour confirmer le diagnostic. Le diagnostic d'adénomatose mutée HNF1 est porté sur l'imagerie, pas de biopsie nécessaire. Il faut rechercher un diabète MODY 3. Une enquête familiale est conseillée à la recherche de tumeurs hépatiques ou de diabète. Seule une surveillance est justifiée, sauf si l'un des nodules supérieur à 5-6 cm, et à ce moment-là, il est réséqué. Bon. Les réponses justes, on suspecte largement le diagnostic d'adénome muté HNF1 sur l'imagerie et donc pas de biopsie nécessaire. Par contre, on va rechercher un diabète MODY 3. Une enquête familiale est conseillée à la recherche de tumeurs hépatiques ou de diabète et seule une surveillance est justifiée, sauf si l'un des nodules grossit est supérieur à 5-6 cm. À ce moment-là, il faut le réséquer. Ce qu'il faut retenir de l'adénome muté HNF1 alpha, c'est qu'il peut être unique, multiple ou souvent dans le cadre d'une adénomatose supérieure à 10 tumeurs. La mutation du gène est le plus souvent somatique, mais elle peut être constitutionnelle. Il faut penser à rechercher un diabète MODY 3, surtout si le sujet est jeune et qu'il a une adénomatose, et ceci dans les deux sexes. La biopsie n'est pas justifiée pour le diagnostic d'un ou plusieurs adénomes inactivés HNF1 alpha typiques en imagerie, c'est-à-dire avec une stéatose marquée, mais cet adénome peut être peu ou pas stéatosique et donc non diagnostiqué en imagerie. Et dans ces cas-là, une biopsie est justifiée avec immunomarquage montrant l'absence d'expression de LFA-BP dans la tumeur, contrastant avec l'expression normale dans le foie non tumoral adjacent. Cas clinique numéro 3. Une femme de 36 ans, sous contraceptifs oraux, en surpoids, GGT discrètement augmenté. On découvre de façon fortuite un nodule de 35 mm, centrohépatique, compatible en imagerie avec un adénome non stéatosique, mais sans caractéristiques formelles pour un sous-type particulier. Que conseillez-vous? Arrêt des contraceptifs. On revoit la patiente dans 6 mois avec une nouvelle IRM, interprétée dans le même centre. Une biopsie d'emblée pour préciser le sous-type d'adénome. Une résection d'emblée. Une biopsie 6 mois après arrêt des contraceptifs si le nodule a grossi, mais reste inférieur à 5 cm. Finalement, vous n'êtes pas très convaincu. Eh bien, les réponses justes. Il faut arrêter les contraceptifs, revoir la patiente dans 6 mois avec une nouvelle IRM et faire une biopsie 6 mois après arrêt des contraceptifs si le nodule a grossi tout en restant inférieur à 5 cm. C'est ce que l'on a fait, une biopsie, et le marquage de la CRP montre une expression diffuse dans le fragment tumoral, contrastant avec la négativité sur le petit fragment de foie non tumoral adjacent. Cette hyperexpression de CRP est une anomalie intrinsèque des adénomes, des hépatocytes de ce type d'adénome. Va-t-on s'arrêter là pour le diagnostic? Non. Un immunomarquage GS est indispensable pour le diagnostic final dont dépend la conduite à tenir pour cet adénome de moins de 5 cm. En effet, je vous l'ai dit, 10% des adénomes inflammatoires sont également mutés bêta-caténine et donc il faut rechercher une éventuelle activation de la voie bêta-4 et on peut le faire par l'immunohistochimie
Et dans le cas de cette patiente, il existait une expression forte et diffuse de GS, bien corrélée à la mutation activatrice de bêta-caténine, exon 3, d'autant plus qu'il existe des noyaux montrant une expression aberrante de bêta-caténine. Finalement, le diagnostic final est celui d'adénome inflammatoire et activé bêta-caténine. Ce qu'il faut retenir de ce type d'adénome inflammatoire, avec ou sans activation bêta-caténine, il est plus fréquent chez les patients en surpoids. Il s'accompagne souvent d'une élévation de la CRP sanguine dont le taux revient à la normale après exérèse de la tumeur. L'adénome inflammatoire peut être unique, il est souvent multiple, plus rarement dans le cadre d'une adénomatose. L'adénome inflammatoire peut être stéatosique et alors trompeur en imagerie, et c'est l'immunohistochimie qui fera le diagnostic, montrant l'expression diffuse de CRP alors que l'expression de LFABP est normale. L'adénome inflammatoire inférieur à 5 cm est prouvé non bêta-caténine activée sur PBH, c'est la simple surveillance. Si l'adénome inflammatoire est également muté bêta-caténine, il a un risque de transformation maligne, il doit être réséqué, quelle que soit sa taille. Quelques données récentes sur ces adénomes mutés bêta-caténine. Il a été montré récemment par le groupe de Jessica Zuckman à Paris qu'il y avait 3 niveaux différents d'activation de la voie bêta-caténine selon le type de mutation du gène bêta-caténine, exon 3 ou exon 7-8, et qu'il y avait des corrélations entre le type de mutation, le niveau d'activation de la voie, la progression tumorale et le pattern GS bêta-caténine. Pour les anapathes, il faut savoir distinguer cette activation forte et homogène de la glutamine synthétase due à la mutation de l'exon 3, mais également un pattern hétérogène qui est dû à une mutation au niveau de l'hotspot S45 de l'exon 3. Il faut reconnaître ces 2 types de marquage, car ces adénomes mutés exon 3, qu'ils soient ou non S45, présentent un risque de malignité. À l'opposé, les adénomes mutés au niveau des exons 7-8 présentent un pattern immunohistochimique de GS beaucoup plus faible et ne présentent pas de risque de malignité. Donc, très important de faire le diagnostic entre ces 2 types d'adénomes mutés bêta-caténine. Adénome et risque de transformation maligne, ce qu'il faut savoir, ces adénomes, inflammatoires ou non, sont à risque de transformation maligne. Il est nécessaire de détecter ces mutations de l'exon 3 et l'AGS est là un bon surrogate marqueur avec des aspects différents. En cas de doute, la biologie moléculaire est justifiée, au mieux sur matériel congelé, mais possible aussi, même sur biopsie, après inclusion en paraffine. Le risque de transformation maligne est bien moindre, mais il existe pour les autres sous-types d'adénomes. Le risque est plus élevé dans certains contextes cliniques, la prise d'androgène, des maladies métaboliques comme la glycogénose, le foie vasculaire, Budd-Chiari, agénésie de la veine porte, vénopathie portale. Un CHC développé sur un adénome a une évolution habituellement lente, les métastases sont exceptionnelles et le pronostic relativement bon si la résection a été complète, en tout cas bien meilleur que celui du CHC développé sur foie non cirrhotique. Le risque de transformation maligne est plus élevé pour les adénomes supérieurs à 5 cm, comme le risque de hémorragique, et la résection d'emblée est justifiée sans indication de biopsie. Les hommes ont un risque accru, justifiant l'exérèse de tout adénome chez l'homme, quelle qu'en soit la taille, et donc pas d'indication de biopsie dans ce contexte. La biopsie est indiquée dans les cas où le diagnostic d'adénome est incertain en imagerie ou s'il y a un doute
avec une tumeur maligne. La biopsie se discute pour rechercher une mutation bêta-caténine associée et adapter la prise en charge d'un adénome inflammatoire inférieur à 5 cm chez la femme. Dans le journal of Hepatology ont été édictés des guidelines concernant la prise en charge de ces adénomes. Et pour terminer, quelques points clés. Le diagnostic d'HNF, habituellement facile en imagerie, biopsie à visée diagnostique n'est indiquée que dans les formes où le diagnostic n'est pas formel. L'IRM permet de détecter la plupart des adénomes inactivés HNF1 et inflammatoires, mais malheureusement, il n'y a pas de signature en imagerie pour les adénomes activés bêta-caténine et inclassés. Des marqueurs immunohistochimiques spécifiques, même sur biopsie, permettent de différencier de façon fiable HNF et adénome et d'identifier les sous-types d'adénomes avec un panel de marqueurs relativement restreint. La biopsie en foie non tumorale est essentielle et il faut insister auprès de vos radiologues. Les adénomes mutés bêta-4, inflammatoires ou non, ont un plus haut risque de transformation maligne et doivent être réséqués. La prise en charge des patients avec une tumeur bénigne requiert un diagnostic de certitude et dépend du contexte clinique. Abstention sans surveillance pour une HNF, exérèse de tout adénome muté bêta-4 et de tout adénome chez l'homme, quelle qu'en soit la taille, arrêt des contraceptifs chez la femme et prise en charge adaptée à la taille et au sous-type d'adénome. Exérèse d'un adénome de plus de 5 cm, facteur de risque d'un adénome sur foie pathologique augmenté. La prise en charge et sa décision doit être discutée en réunion multidisciplinaire avec hépatologue, chirurgien, radiologue et pathologiste dans un centre de référence. L'analyse moléculaire est utile si l'immunohistochimie n'est pas concluante et bien sûr, elle permet des avancées dans le domaine de la recherche. Je vous remercie et je remercie tout le